L'Afrique souffre-t-elle ou bénéficie-t-elle de la présidence de Donald Trump? 100 jours après son retour, nous dressons donc un premier bilan entre désengagement accru et accords bilatéraux. Le continent vit lui aussi au rythme des coups de boutoir du président américain. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. D'abord, est-ce que Trump a une stratégie particulière pour l'Afrique? Alors, on peut dire au bout de 100 jours qu'il n'y a pas une stratégie spécifiquement africaine. Ce qu'on peut dire, c'est que la politique étrangère de Trump en Afrique rentre finalement dans la ligne de ce qu'il pratique ailleurs, c'est-à-dire une politique qui est très axée sur une diplomatie transactionnelle. On est dans une logique du donnant-donnant. Et à ce titre, ce qui se passe en RDC depuis quelques semaines illustre bien cette stratégie de Donald Trump. Vous vous rappelez, les autorités congolaises ont fait miroiter un deal sur les minerais congolais, les minerais stratégiques, indispensables pour la transition énergétique, ont proposé un accès, j'allais dire, prioritaire aux Américains. Et en échange, ils ont demandé un soutien des Américains pour obtenir la sécurité, la paix, en fait la résolution du conflit qui sévit dans l'est de la RDC depuis plusieurs décennies maintenant. Et donc, on a vu que Trump, qui a nommé un conseiller spécial Afrique, Massad Boulos, son premier déplacement en Afrique subsaharienne était dans cette zone-là. Depuis, les Américains se sont impliqués dans le processus. Il n'y a pas 10 jours, on a vu les ministres des Affaires étrangères, à la fois de la RDC et du Rwanda, à Washington, signer un engagement comme quoi les deux pays s'engagent à parvenir à un projet d'accord de paix avant le 2 mai. Donc ça, c'est un exemple qui illustre la démarche de Trump. Et finalement, c'est ce qu'il fait aussi ailleurs. En Ukraine, par exemple, on en a parlé souvent sur ce plateau, c'est du donnant-donnant. Je gagne quelque chose, je m'implique pour aider. La présidence de Donald Trump, Stéphane, c'est aussi et surtout peut-être la fin de l'USAID. 40 milliards de dollars d'aide suspendue, une décision soudaine, brutale, qui a des conséquences très concrètes, surtout en Afrique, principal bénéficiaire de cet argent américain. Nous partons en Afrique du Sud, qui présente le plus haut taux de séropositivité au monde. Reportage France 24, Caroline Dumais, Stéphane Carstens et Tom Canetti. Le gel de l'aide américaine n'affecte pas le moral des Sud-Africains. En dépit des changements, le ministre de la Santé lançait en février dernier sa nouvelle campagne. Près de 6 millions de séropositifs sont déjà sous traitement. Les autorités veulent atteindre 1 million de personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année afin que tous soient traités. La première question qu'on me pose, c'est « En avez-vous les moyens ?» Et j'ai toujours refusé de répondre à cette question. Je dis que vous me posez la mauvaise question. La question que nous devrions nous poser, c'est « Est-ce que nous pouvons nous permettre de ne pas traiter les populations ?» C'est ça qui devrait nous guider. Et je vous réponds aujourd'hui, si nous n'avions pas traité les gens, beaucoup d'entreprises dans le pays auraient fait faillite. Tous les acteurs de la société sont désormais invités à financer les programmes de lutte contre le sida, y compris le secteur privé. Les Nations Unies restent le partenaire privilégié. En lien avec le gouvernement, le secteur privé, les ONG, les Nations Unies, on travaille sur des programmes communs, main dans la main, avec tous les partenaires. Si les activistes sont optimistes par rapport au financement des traitements, les scientifiques qui travaillent dans la recherche sont, eux, inquiets. Ce projet de vaccin de la fondation Desmond Tutu, financé par USAID depuis presque 10 ans, a dû s'arrêter aux grandes dames de sa fondatrice, qui était à la pointe de la recherche. Nous avions des produits vaccinaux prêts dans nos frigos. Nous avions obtenu l'autorisation du comité d'éthique, des organismes locaux de régulation, nos études, nos sites, tout était prêt. Et nos recherches étaient planifiées sur 4 ans. Et voilà, tout ça est en suspens. Alors que la plupart des pays africains sont encore très dépendants des donateurs, Pretoria fait tout aujourd'hui pour autofinancer ses programmes de lutte contre le sida. On a bien compris, Stéphane, que la suspension en tout cas de cette aide a des conséquences très concrètes pour la vie des Africains. Oui, alors il y a plusieurs choses à dire sur cette question, c'est-à-dire le démantèlement de ce qu'on appelle l'USAID. D'abord, il y a la phase de constat, la phase, j'allais dire, de
où on encaisse le choc, où on constate que finalement, il y a des pans entiers, des secteurs entiers qui dépendent de l'aide internationale. On voit que c'est la conséquence, ça touche des millions de vues, de personnes. Pas seulement des personnes qui sont dans le besoin ou qui ont besoin de cette aide sur le terrain, mais aussi tout l'écosystème, en fait, finalement, de l'aide internationale, y compris les fonctionnaires des Nations Unies et des ONG, qui sont eux-mêmes, disons, des mini-entreprises à leur échelle, parce que de ces personnes-là dépendent aussi d'autres familles. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on a déploré le caractère brutal de la décision, le caractère imprévisible de la chose, mais ça ouvre le débat maintenant, le débat sur l'aide, la question de l'efficacité de l'aide et de la dépendance même de la plupart des pays africains de l'aide internationale. La personne qui parlait dans le sujet posait bien la question, est-ce qu'on doit se demander si l'aide vient, ou on doit se poser la question, on doit se dire que quoi qu'il arrive, on s'occupe de nos malades. C'est des questions qui doivent maintenant occuper le débat dans beaucoup de pays africains. Et puis, finalement, est-ce que ce démantèlement de l'USAID, est-ce que ça signifie la fin des États-Unis ou le départ, le retrait des Américains du continent? J'entends dire que les Américains se retirent et ça va laisser de la place à d'autres personnes. Mais non, en fait, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas compris la démarche de Donald Trump. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que Donald Trump démantèle l'USAID, mais Donald Trump et son administration veulent renforcer une autre agence qui s'appelle USDFC, pour International Development Finance Corporation. Et cette agence-là, dont on parle peu, va être amenée à jouer un rôle important. C'est-à-dire, pour Donald Trump et son administration, la grandeur des États-Unis en Afrique ne passera plus par le financement de l'humanitaire, mais on va raisonner en termes de business. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette agence va accompagner des entreprises américaines en Afrique, à l'international de manière générale, mais surtout en Afrique, pour investir dans des projets qui rapportent de l'argent à ces entreprises américaines, qui ont évidemment de l'impact localement, mais qui rapportent de l'argent aux entreprises américaines. Et finalement, ce qui rapporte de l'argent aux entreprises américaines est bon pour les États-Unis. On est toujours dans cette logique de America First, du fameux MAGA. Donc, le DFC, comme vous le voyez, a été créé en 2019, c'est-à-dire sous la première présidence de Donald Trump, et il a une capacité actuelle de 60 milliards d'investissements. Et le but, quand on démantèle l'USAID, c'est récupérer cet argent-là, l'argent de l'USAID, qui est estimé à 40 milliards de dollars, pour renforcer le DFC, qui va accompagner les entreprises américaines. Donc, passer de 60 milliards à 120 milliards de dollars en termes de capacité d'investissement pour accompagner les entreprises américaines. Et cela va permettre finalement aux Américains de concurrencer, et n'oubliez pas, c'est un des objectifs principaux de Donald Trump, de concurrencer les entreprises chinoises en Afrique. Les entreprises chinoises qui elles-mêmes reçoivent massivement de l'aide de leur État. Puisqu'on parle business, continuons sur notre lancée. Donald Trump, Stéphane, devra aussi trancher sur l'avenir de l'AGOA. Alors, c'est une sorte de marché où les pays africains ont un accès préférentiel au marché américain. L'accord date des années 2000. Exact. Il prend fin là en septembre. Et c'est Donald Trump qui va devoir dire s'il continue cette AGOA ou pas. Exactement. L'AGOA, aujourd'hui, si vous voulez, c'est la pierre, en quelque sorte, la pierre angulaire des relations économiques, en quelque sorte, entre les États-Unis et l'Afrique, qui permet à une trentaine de pays africains d'exporter librement, c'est-à-dire sans droit de douane, vers les États-Unis. Et beaucoup de pays en dépendent des économies. On parle du Lesotho, par exemple, qui est une économie dont Donald Trump a dit beaucoup d'amabilité d'ailleurs, qui dépend fortement de ce dispositif-là. La question qui se pose, et c'est la question qui s'est posée dès le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quel avenir pour ce
pour cette loi qui finalement vient en appui à beaucoup d'économies africaines. Parce que l'esprit même de cette loi, quand elle a été lancée en 2000, c'était de dire, nous ne voulons pas aider les gens, pas d'aide, mais plutôt le commerce. C'est-à-dire, au lieu de donner le poisson, on apprend aux gens à pêcher, en quelque sorte. Et finalement, on a vu la démarche de Donald Trump qui, comme on le sait, n'est pas dans une logique multilatérale, mais dans une logique bilatérale. Donc, pour imaginer, ou en tout cas pour se dire ce qui va arriver à cette loi-là, à l'AGOA, il faut prendre les dernières décisions de Donald Trump sur les droits de douane. Quand Donald Trump augmente les droits de douane, y compris vis-à-vis des pays africains, vis-à-vis des pays qui dépendent fortement du marché africain, de manière, j'allais dire, brutale, en fait, ça envoie un message très clair, c'est que nous allons négocier en tête-à-tête, nous allons négocier de manière bilatérale le système AGOA, dans lequel on donnait un accès libre de manière multilatérale à plusieurs pays. On va aller vers la fin de ce système-là et négocier de manière directe en tête-à-tête. Donc, privilégier, encore là aussi, le bilatéralisme aux dépens du multilatéralisme. Bon, bah voilà, Donald Trump qui soulève des questions et des débats. Ce n'est que le début, hein, il reste 1379 jours. Merci beaucoup Stéphane, on aura l'occasion de le reparler.